Olivier Fontaine, bonjour. Bonjour. Les élections à la Chambre de la Culture sont en cours et à Parallèle Sud, on a décidé de profiter de ce moment-là pour avoir la vision agricole de chaque liste candidate. Donc c'est pour ça que je viens vous voir, vous qui êtes qui menez la liste de la FDSEA. Ma première question, c'est assez simple, c'est l'agriculteur réunionnais, comment se porte-t-il aujourd'hui? Comment va-t-il? Donc aujourd'hui, on a une agriculture qui a même beaucoup de difficultés à cause de plein de choses. Du climat, d'abord, on a eu quand même une année 2024 avec des aléas climatiques très forts, très impactants sur notre agriculture, que ce soit le cyclone Bellal, que ce soit la sécheresse actuelle qui impacte énormément notre agriculture. Et donc, c'est un contexte climatique très compliqué pour les agriculteurs. C'est un contexte aussi économique avec une augmentation des charges fulgurantes qui met quand même à mal aussi les exploitations, notamment en termes de trésorerie, et on a du mal à retrouver du revenu par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on doit trouver des solutions par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi un problème administratif et réglementaire. On a de plus en plus de normes et de règles qui s'imposent à nos agriculteurs et qui souvent les rend un petit peu coupables avant d'être jugés. Et nous, on demande effectivement qu'il y ait un assouplissement des règles parce qu'on a besoin de travailler tranquillement. Et là, je rebondis sur le climat, parce que vous parlez du climat. On peut penser que le réchauffement climatique y est aussi pour quelque chose, peut-être dans la très très mauvaise récolte de canne de cette année, historiquement la plus basse. Oui. Les litchis, c'est pas terrible. Comment l'agriculture réunionnaise peut-elle s'adapter à ce réchauffement climatique? Ouais. Donc on voit effectivement l'impact du climat, hein, les anciens nous le disent, nous-mêmes sur le terrain, agriculteurs, on le constate qu'il y a beaucoup de bouleversements et on ne sait pas trop comment faire la plupart du temps. Pour cela, il faut, notamment à travers les sécheresses, il faut apprendre à stocker l'eau. Stocker l'eau, c'est important. On voit des retenues collectives qui commencent à apparaître quelque part. On doit multiplier ces initiatives parce que la pluie, on en a des fois, mais il faut apprendre à la stocker. Elle est plus rare. Et donc, il faut apprendre à la stocker, à mieux la gérer, mieux gérer l'eau parce qu'il y a aussi peut-être des techniques nouvelles qui permettent de moins consommer d'eau. Et nous, à la Chambre d'agriculture, on doit porter aussi des formations, des conseils pour justement accompagner ces agriculteurs à avoir une meilleure gestion de l'eau et une accessibilité à l'eau. On dit souvent que la monoculture de la canne, elle arrive peut-être à son bout. Quel est selon vous l'avenir de la canne qui reste quand même le pilier de l'agriculture réunionnaise? Oui, effectivement, la canne a toujours eu un rôle central dans l'agriculture de la Réunion. Ça s'est construit comme ça. Il y a encore un intérêt à produire de la canne parce qu'elle a énormément d'atouts, que ce soit pour la production de sucre, pour la production d'énergie, pour la préservation des sols, pour plein d'enjeux climatiques aussi. Donc il faut qu'on garde cette filière parce qu'elle est importante. Elle est source de diversification et notamment à travers la souveraineté alimentaire, que ce soit pour les fruits et légumes, mais aussi elle est utile à l'élevage qui a besoin de surface d'épandage pour les effluents. Et on a besoin de trouver justement une cohésion, une cohérence entre toutes les filières parce que au final, on a des agriculteurs qui font le choix de produire et on doit leur laisser la capacité et le choix de produire. Mais on doit leur donner aussi la capacité de produire, notamment à travers toutes les problématiques qu'on a sur les intrants, sur les traitements phytosanitaires, sur le rôle central de l'agriculture dans le paysage et surtout dans nourrir la population de la Réunion. On ne pourra pas nourrir la population de la Réunion qu'avec des importations. On a vu que lorsqu'on dépend essentiellement des importations, le prix flambe et les agriculteurs, les consommateurs n'ont pas accès à une bonne alimentation. Parce que ce qui est produit à l'extérieur ne respecte aucune norme par rapport à ce que nous on respecte. Nous on produit des produits de qualité. Et la Réunion pourra-t-elle un jour atteindre son objectif d'autonomie alimentaire et comment le faire? En tout cas, il y a un objectif de tendre vers cette autonomie alimentaire et sécurité alimentaire surtout, parce que je disais, il faut qu'on produise des produits de qualité aussi. Et ça, je pense que les agriculteurs et les agricultrices de la Réunion sont conscients de ça, ils veulent le faire. On a encore des jeunes qui veulent s'installer, c'est phénoménal. Hein. Il faut accompagner l'installation de ces jeunes-là. On a plus de 50% des agriculteurs qui ont plus de 53 ans. Il faut penser au renouvellement des générations et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Maintenant, il faut nous donner la capacité de produire, c'est-à-dire que que ce soit administrativement, que ce soit économiquement, que ce soit écologiquement, on a beaucoup de sujets et c'est le rôle central de la Chambre d'agriculture de porter ces projets-là avec les agriculteurs, pour les agriculteurs. Et je voudrais parler du statut de l'agriculteur. Il a été marqué par l'esclavage, puis par le colonat. Comment aujourd'hui l'agriculteur réunionnais peut-il s'épanouir économiquement dans le système agricole réunionnais? Comment il peut trouver une certaine indépendance?
Eh ben, déjà, l'agriculteur doit retrouver sa place dans la société. On doit vraiment savoir et mettre l'agriculteur au centre de l'alimentation de la Réunion, parce qu'on est là pour ça, c'est notre métier, c'est un choix. On n'a pas été agriculteur, on n'est pas agriculteur parce que par force, on a choisi ce métier-là, justement dans les objectifs de nourrir la population et d'être présent sur le territoire. Donc c'est notre combat aussi, Chambre d'agriculture, et nous, en tant qu'élus, on est là pour représenter le monde agricole, leur faire passer les messages à travers des différents organismes comme l'administration et les collectivités, leur donner les moyens techniques et administratifs pour pouvoir exercer le métier du mieux qu'ils peuvent, et surtout proposer des solutions. Proposer des solutions, on l'a vu à travers le changement climatique, comment demain on gère mieux l'eau, comment face à une catastrophe naturelle, on arrive à accompagner avec de la trésorerie pour qu'on relance les cultures, comment lorsqu'on a des projets d'installation, comment on accompagne ces jeunes à s'installer, comment on accompagne des agriculteurs et des agricultrices qui ont des projets de diversification à mettre en place toutes ces productions-là. Donc les enjeux sont énormes et c'est le rôle central de la Chambre d'agriculture de travailler avec les administrations, les collectivités, les autres organismes agricoles pour que l'agriculture avance. Et lors du contentieux qui a évolué, d'ailleurs il n'est pas terminé ce contentieux, mais ce n'est pas le seul moment, l'URCOPA a été sévèrement critiqué. Pensez-vous que le système coopératif qui s'est développé à La Réunion soit dévoyé aujourd'hui au profit des plus gros contre les petits? Je pense que tout le monde a sa place à La Réunion. On a des très petites exploitations de manière générale à La Réunion. On a créé des outils, les systèmes coopératifs ont créé des outils justement pour mutualiser les moyens. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ces outils soient vraiment accessibles et c'est le cas. Maintenant, il faut peut-être réorganiser parce que l'agriculture de 2025 n'est pas la même agriculture qu'il y a 20 ans et ne sera pas la même agriculture que dans 10 ans. Donc, on doit adapter nos outils, nos dispositifs à ce que ce soit vraiment au service des agriculteurs. En tout cas, il faut saluer quand même l'effort des agriculteurs à créer des outils, à créer des ateliers, à créer des filières, à créer de la commercialisation et être au service de la population. Parce que souvent, les petits agriculteurs, notamment ceux qui font bio, se plaignent de ne pas avoir la puissance pour obtenir le FEADER quand il le faut, oui, etc. De ne pas être assez soutenu par rapport à ceux qui sont bien encadrés par une COP. C'est notre rôle. C'est notre rôle à la Chambre d'agriculture d'accompagner tous les agriculteurs, effectivement. Donc, de trouver des dispositifs qui correspondent à tous. Et c'est le sens de notre action, c'est le sens de notre programme, d'apporter des solutions à tout le monde et surtout avoir de la proximité avec ces agriculteurs parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. Il faut avoir vraiment une vision globale des sujets et en tout cas, personne ne doit être oublié. En termes d'aménagement du territoire, comment est-ce qu'on peut faire pour protéger les terres agricoles face à l'urbanisation, face à l'appétit des lotisseurs ou bien des investisseurs dans le tourisme? On a aujourd'hui quand même un très petit territoire, hein, avec seulement 42 000 hectares de SAU, avec énormément de terres en friche. Déjà, on peut les récupérer, il faut se forcer à récupérer ces terres en friche. Et ensuite, oui, il faut sanctuariser le foncier agricole. Je pense qu'il y a suffisamment d'espace urbanisable et urbanisé aujourd'hui pour pouvoir continuer à développer des projets économiques et projets de logement. Mais il faut qu'on ait dans l'objectif de garder suffisamment de foncier agricole, de l'optimiser et je pense qu'on a une volonté avec des outils peut-être à faire évoluer au niveau réglementaire pour pouvoir récupérer les terres en friche et mieux préserver le foncier agricole. Et en termes de pollution, certains forages dans le sud, dans le nord, dans l'est ont dû être abandonnés parce qu'on avait trouvé des traces d'atrazine, peut-être de Roundup, enfin de glyphosate. Le CIRAD a mené une étude récemment dans le sud, mais je pense qu'elle serait valable partout, pour se rendre compte qu'il y avait une pollution quand même chronique due aux utilisations de pesticides et herbicides. Comment expliquer alors que le monde agricole continue à plaider pour l'utilisation de produits chimiques? Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, on utilise de façon raisonnée les produits chimiques et phytosanitaires. De toute façon, on n'a pas forcément des solutions à toutes les problématiques sanitaires qu'on a. On le voit avec le développement des mauvaises herbes, avec des insectes et des ravageurs qui arrivent de plus en plus sur notre territoire. Donc, on doit trouver des méthodes de lutte alternatives. Mais en attendant, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir continuer à produire. Et sur, effectivement, les traces qu'on peut trouver, elles sont souvent très loin des seuils critiques. On trouve des traces, c'est une réalité, mais on n'est pas dans des cadres de pollution
qui peuvent être très dangereuses. On a des traces, on tient compte de ces alertes-là. On participe régulièrement à des réunions sur ces sujets-là. Et je pense qu'il faut aussi quand même peut-être des fois relativiser les choses. Il y a des situations qui peuvent être dangereuses, mais on n'est pas encore dans une situation très critique. Au contraire, on va vers une amélioration des situations. Et sans doute les plus exposés au risque, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Est-ce que des maladies professionnelles se sont développées? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation? En tout cas, on a énormément de formations qu'on donne aux agriculteurs justement pour mieux se protéger et mieux faire les traitements. Donc c'est aussi un rôle de prévention. Et puis derrière, on a quand même une professionnalisation de nos agriculteurs qui ne font pas n'importe quoi. Donc il y a un enjeu et un danger, mais on limite les dangers et on est en connaissance de cause de ce qu'on fait. Et pour revenir sur la transition écologique, l'élevage, surtout quand il tend à devenir industriel, comme c'est souvent le cas des élevages un peu massifs, est de plus en plus critiqué, reconnu comme l'une des causes du réchauffement climatique. Comment on peut développer un élevage vertueux à La Réunion? Donc on a quand même des élevages ici à La Réunion à taille humaine. Comparons ce qui est comparable. En Chine, pendant le Covid, ils ont fait une porcherie de 21 étages avec 1 million de cochons. Et ici à La Réunion, on a des standards autour de 32 truies. On est très loin d'un élevage industriel. On a quand même une qualité de production qui est quand même avérée aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut qu'on alerte aussi les autorités publiques, le consommateur, de dire attention, n'importons pas ce qu'on ne veut pas produire chez nous, avec des normes qui ne respectent aucune norme d'ailleurs, une concurrence totalement déloyale avec des prix de dégagement souvent puisqu'ils sont embêtés avec leur production et donc ils balancent un peu n'importe quoi chez nous. Donc il faut qu'on soit vigilant et on soit vigilant et qu'on mette de la promotion, qu'on explique peut-être mieux les productions qu'on fait. Moi je pense qu'à La Réunion on sait produire et notamment en gardant l'objectif d'avoir des exploitations à taille humaine et raisonnable. Maintenant, d'un point de vue du consommateur, sachant qu'une forte partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, comment l'agriculture réunionnaise peut être capable de leur produire des produits sains, peut-être bio, ou peut-être juste raisonnés, et surtout à un prix abordable? Les chiffres parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si on regarde les mercuriales et les prix en moyen sur l'ensemble de l'année, à La Réunion, que ce soit sur les marchés forains ou les grandes surfaces, on a des prix inférieurs en métropole. Que ce soit la tomate par exemple, ou la tomate en métropole, c'est en général entre 3 et 4 euros. Ici, on est souvent plus autour de 2 euros, voire moins. Et parce que voilà, il y a un enjeu, on sait que le consommateur a besoin d'acheter, doit pouvoir acheter, mais il faut aussi avoir derrière la tête l'objectif que produire, c'est pas donner. C'est de dire que si on produit, c'est pour nous aussi, agriculteurs, pouvoir vivre de notre métier et en général, il n'y a pas forcément d'abus. Et maintenant, qu'attendez-vous des pouvoirs publics? Je parle de l'État, je parle des collectivités locales, pour qu'ils vous aident à protéger les productions locales, autant qu'elles soient d'élevage et végétales. On attend effectivement la future loi agricole qui doit arriver, j'espère, très bientôt, puisqu'on a fait énormément de propositions, que ce soit dans la simplification administrative, sur des solutions face aux enjeux climatiques, sur des solutions face au renouvellement des générations et l'installation des jeunes, sur des solutions pour les départs à la retraite, sur des solutions diverses et variées d'accompagnement. En tout cas, on sera toujours présent et c'est notre rôle, le Chambre d'agriculture, d'être présent être force de proposition pour faire avancer l'agriculture. Ce que je dis toujours, c'est que l'administration est au service de l'agriculture et ce ne doit pas être l'agriculture qui doit s'adapter à l'administration. Il faut remettre les choses dans le bon sens. Et pour conclure, qu'est-ce qui fait qu'il est plus intéressant de voter FDSEA plutôt que UPNA ou bien CGPER? Donc, moi, je porte une liste FDSEA-JA cette année. J'étais déjà élu dans l'ancienne mandature en tant que secrétaire général. Je suis moi-même engagé syndicalement depuis 2001 dans le syndicat JA, puis à la FDSEA et à la Chambre d'agriculture. C'est une motivation pour moi et aujourd'hui, on a une équipe solide, une union entre la FDSEA et JA et même d'autres partenaires. Donc, une équipe solide, jeune, dynamique, qui a envie de faire et qui sont compétents à porter les dossiers de La Réunion demain. Eh bien, merci Olivier Bourten. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la.
Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.